Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues et amis clionautes. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Sylvain Venère qui est là, qui va venir nous parler de son ouvrage avec un entretien conduit par Armand. Est-ce que, messieurs, tout va bien au niveau de votre micro? Pardonnez-moi de commencer par les détails techniques, mais est-ce que tout va bien sur ces questions-là? Est-ce que vous pouvez vous exprimer? Moi, j'entends tout à fait. J'espère qu'on m'entend. Moi, j'entends très bien aussi. C'est parfait. Bah, écoute, J'espère que vous n'allez pas être gêné. Je suis dans un immeuble où il y a des travaux. non, non, pour l'instant, en tout cas, tout va bien. On a un très beau fond jaune, tout va bien. Tout va bien. J'ai lancé l'enregistrement, hein, vous étonnez pas puisque la conférence est filmée et les clionautes sont très, très heureux, de vous accueillir et de vous écouter. Armand, comme je le disais, si tu veux, prendre la relève. Merci à tous pour votre présence. Oui, bonjour, merci Déborah. Bonjour Sylvain Venère. Bonjour à toutes et tous. Donc, c'est parti pour 1 heure de questions à Sylvain Venère et on gardera bien sûr 30 minutes pour que les clionautes puissent aussi poser bien sûr leurs questions. Sylvain Venère, bonjour et bienvenue, comme l'a dit Déborah. Et merci de prendre le temps d'échanger avec les clionautes afin de nous partager le fruit de vos travaux et de vos recherches. Vous êtes Sylvain Venère, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Grenoble. Vous êtes bien sûr spécialiste de l'histoire du 19e siècle, plus particulièrement, et vos travaux portent notamment sur l'histoire des circulations et donc de la mondialisation. Et vous venez de co-diriger L'épicerie du monde, une histoire de la mondialisation du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, qui vient de paraître chez Fayard cette année. Et dans ce savoureux ouvrage, vous avez fait des produits alimentaires de véritables objets d'étude afin de permettre à vos lecteurs d'appréhender la mondialisation à la fois dans toute sa diversité, mais aussi parfois dans sa complexité. Vous avez bien sûr co-dirigé cet ouvrage avec Pierre Singaravelli. Ce travail collectif s'inscrit dans une certaine continuité, voire il est le prolongement de 2 ouvrages précédents que je me permets de citer. C'est bien sûr l'histoire du monde au XIXe siècle, déjà paru chez Fayard en 2017, et puis en 2020, je crois, Le magasin du monde, où vous aviez commencé par faire des objets d'étude pour venir désormais donc aux produits alimentaires. Ce soir, c'est donc bien de mondialisation, notion à la place importante dans nos programmes d'histoire et de géographie dans le secondaire, dont nous allons parler avec vous, Sylvain Venère, à travers le prisme donc des produits alimentaires. Ma toute première question, enfin, Sylvain Venère, est volontairement un petit peu provocatrice, ne vous vexez pas, c'est pour lancer justement le sujet. Voilà la première question, c'est finalement une histoire de la mondialisation à partir des produits alimentaires comme la mayonnaise, le kebab, le beurre de yak qui sont dans l'ouvrage. Est-ce finalement bien servi, Sylvain Venère? Ben, merci pour cette invitation déjà, puis merci pour cette première question. Elle aurait pu être beaucoup plus brutale, hein, cette première question. Vous, vous auriez pu dire Sylvain Venère et Pierre Singaravelli, qui n'est pas là. Il est notoire que vous n'êtes pas des spécialistes de l'histoire de l'alimentation. De quoi vous mêlez-vous? Et vous auriez même pu dire, c'est d'ailleurs le cas de 80% des collaborateurs du livre, qui ne sont pas des spécialistes de l'histoire de l'alimentation. Il se trouve que là, moi, je vous parle depuis les États-Unis, parce qu'actuellement, je fais cours à l'Université de New York. On a parlé de ce livre ici. Aux États-Unis, ça existe. Il y a tout un champ du savoir historique qui s'appelle les food studies. Et dans une logique très anglo-américaine, hein, comme tous ces mots en studies, ça veut dire que c'est l'objet qui détermine le champ et les spécialistes arrivent à partir de leurs compétences particulières. Ils peuvent être historiens, géographes, anthropologues, littéraires. Et à partir du moment où ils travaillent sur la nourriture, sur l'alimentation, ils peuvent rentrer dans les food studies. Ça n'existe pas tellement en France. Il existe un centre d'histoire de l'alimentation à Tours, à l'université de Tours, depuis
pas mal d'années maintenant. Certains des spécialistes de Tours, d'ailleurs, sont dans l'ouvrage. Je pense à Pierre-Antoine Dessau, par exemple, qui a travaillé pour nous, là, sur les vermicelles et les macaronis au XIXe siècle. Mais ouais, je pense que c'est important de savoir exactement ce que c'est comme type d'ouvrage et d'où ça procède. Et c'est un ouvrage qui procède très directement de ce qu'on avait fait quand on avait dirigé l'histoire du monde au XIXe siècle, et puis ensuite le magasin du monde. Mais tout, en fait, s'origine dans ce grand projet qu'avait été l'histoire du monde au XIXe siècle. Je dis que c'est un grand projet parce qu'on l'a commencé en 2009 et le livre est sorti en 2017. C'était une opération qui nous avait pris 8 ans, qui avait été très longue. Et à cette époque-là, on avait divisé le livre en 4 parties. L'histoire du monde au XVe siècle, dirigée par Patrick Boucheron, était parue peu de temps avant. Elle nous avait pas mal inspiré, évidemment, mais dans cette histoire du monde au XVe siècle, Patrick Boucheron et son équipe avaient fait le choix de réserver toute une partie à ce qu'ils appelaient la librairie du XVe siècle, c'est-à-dire à la circulation des textes imprimés dans le monde au XVe siècle. Et au XIXe siècle, où la question de la mondialisation se pose beaucoup moins qu'au XVe siècle, c'était une sorte de provocation de parler de l'histoire du monde au XVe siècle, il nous était apparu que consacrer une partie du livre à la librairie, c'est-à-dire à la circulation des imprimés, ça posait un problème. C'était évidemment quelque chose de très intéressant. On imagine bien comment est-ce qu'on peut faire une circulation mondiale de l'origine des espèces, par exemple de Darwin ou du Capital de Marx au XIXe siècle. Évidemment, c'est passionnant, mais le problème, c'est que quand on étudie la circulation des imprimés, eh bien, on laisse de côté toutes les sociétés sans écriture. Au sein des sociétés avec écriture, on laisse de côté tous les gens qui ne maîtrisaient pas l'écrit, qui l'avaient oublié éventuellement. C'est difficile de prétendre faire une histoire monde à partir de la circulation des imprimés. D'où le projet qu'on avait eu à l'époque de se dire, en fait, une de ces 4 parties du livre, on va la consacrer à la circulation des matériaux. Ça pouvait être le charbon, l'ivoire, mais ça pouvait être aussi des objets comme le fès ou comme la quinine. Et c'était cette partie du livre, on s'en est aperçu à la publication, dont on s'était déjà aperçu que c'était la partie qui avait le plus amusé les auteurs à faire, mais que c'était aussi une partie qui avait intéressé les lecteurs. Et c'est à partir de là qu'on s'était dit, pourquoi ne pas consacrer un livre uniquement à la question des objets, les objets maniables, ce qu'on peut presque tous porter ou manipuler à deux mains, parce que là, de cette façon-là, on pouvait faire une histoire qui soit véritablement mondiale, en prenant en compte non seulement des phénomènes de diffusion depuis, disons, l'Europe et les Amériques, mais aussi depuis le reste du monde jusqu'à l'Occident. Je me souviens que Pierre avait travaillé sur le surf comme ça, en montrant comment cet objet qui au départ avait une valeur essentiellement religieuse dans le Pacifique perdait sa valeur religieuse pour devenir un objet sportif en se mondialisant aux alentours de 1900. Donc tout ça était intéressant. Et on n'était déjà pas, à ce moment-là, quand on avait fait le magasin du monde, spécialiste de culture matérielle. Il y a des historiens spécialistes de la culture matérielle, on en avait réunis dans l'équipe, je pense à Manuel Charpy, par exemple, mais ce n'était pas tout à fait notre cas. Donc ça ne nous a pas tellement dérangé, en fait, ni nous, ni l'équipe, de se dire, continuons sur cette lancée-là. Déjà, dans le magasin du monde, on avait un objet qui se mangeait. On s'en était pas tellement aperçu parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas le fait qu'il se mangeait à l'époque, c'était le chewing-gum. Et alors, on s'est lancé dans cette histoire-là. Alors, ce n'est pas qu'elle n'est pas sérieuse, elle est évidemment très sérieuse. Je vous dis, il y a les food studies, ça existe. C'est qu'elle est plutôt, contrairement à l'histoire des objets, elle est plutôt immédiatement logique. On sent tous dans le monde dans lequel on vit que, évidemment, les produits alimentaires sont des choses qui voyagent énormément. Quand on va au restaurant le soir, on se demande si on va les manger chinois ou coréens ou sénégalais ou argentins. On sait très bien que ça participe de la mondialisation. Le problème, c'est d'en faire l'histoire depuis la fin du XVIIIe siècle, ça c'est déjà plus compliqué, et d'essayer de repérer les problèmes particuliers que pose cette histoire-là dès lors qu'on l'envisage à l'échelle du monde. Mais, ce qui me semble, pour vous répondre, le problème, ce n'est pas que l'objet n'est pas sérieux. Le problème, c'est plutôt la façon dont nous, c'est-à-dire cette équipe de 80 historiennes et historiens, arrivons à l'objet. Très bien. Merci. Et je vous rassure, les 80
historien, on fait ça de manière très, très sérieuse. Donc, deuxième question, alors Sylvain Venère, sur, voilà, je vais citer différents produits qui me viennent à l'esprit, le Roquefort, les cornflakes, les huîtres françaises, le hot dog. Tous ces produits, si je me souviens bien, ont un point commun, c'est qu'ils ont été présentés lors d'expositions universelles comme des spécialités finalement culinaires d'une nation. Et donc ma question serait celle-là, c'est en quoi ces produits alimentaires, ceux que j'ai pu citer ou d'autres bien sûr, sont-ils les révélateurs en fait, des affirmations identitaires locales, nationales, du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est quand même un des axes importants, c'est cette affirmation des identités à partir justement des produits alimentaires, un des axes importants de votre livre qui était fort intéressant. Oui, ouais, vous avez raison, mais ça rejoint quelque chose qu'ont montré des tas d'historiens depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est que parmi les objets d'études qui sont les plus internationaux ou transnationaux, il y a la nation. Rien n'est moins national que l'histoire de l'idée de nation, puisque c'est quelque chose qui circule, bon, ça a été bien montré depuis d'ailleurs la fin du XVIIIe siècle, à travers toute une série de symboles ou de pratiques sociales et culturelles qui viennent donner corps à l'idée de nation. Et ben, la nourriture n'échappe pas à ça, puisqu'il y a toute une série de plats qui vont être identifiés comme des plats typiquement, alors soit nationaux, soit locaux, soit supranationaux. Et un exemple dans le livre que moi j'aime bien, c'est celui du Christmas pudding, qui se définit au tournant des 19e et 20e siècles comme le plat typique de l'Empire britannique. Et à ce point que dans les années 1920, quand on essaie d'établir la recette du Christmas pudding, il faut absolument que toutes les parties de l'Empire britannique soient présentes dans la recette. Donc, on a du rhum des Jamaïques, des épices d'Inde, des raisins secs qui viennent de Chypre, un combat terrible entre l'Angleterre et le Canada pour savoir qui va pouvoir ajouter ses pommes à la recette. Le pudding doit être un plat impérial. Alors, cette histoire, elle est un petit peu connue parce que, intuitivement, on le sait, je pense que vous le savez en tout cas, que quand on commande une pizza margarita dans la pizzeria, cette pizza, à partir du moment où il y a le rouge des tomates, le blanc de la mozzarella et le vert du basilic, ça représente le drapeau italien et que cette pizza, elle aurait été nommée margarita en 1889 parce que la reine Marguerite de Savoie aurait reconnu le drapeau de la nouvelle nation italienne dans la pizza. Donc ça, on le retrouve plein de fois. Donc nous, ce qu'on a essayé, c'était on a essayé. Le propre de ces livres collectifs, c'est que les directeurs, ils en apprennent presque autant que les lecteurs leur avant, mais en faisant l'ouvrage. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est quand même incroyable, tous ces produits qui ont été les uns après les autres présentés dans les expositions universelles. Alors les expositions universelles, elles n'ont pas que cette vocation-là, elles ont aussi la vocation d'être le miroir de l'industrie, des nouvelles façons de produire, mais c'est aussi des vitrines des puissances nationales. Donc, on a effectivement plein de choses comme ça et tout un mouvement qui va, disons, de la présentation de produits typiquement présentés comme étant des produits typiques de telle ou telle nation au XIXe siècle, jusqu'à tout ce qui va se passer ensuite au XXe en matière d'appellation d'origine. Le Roquefort, par exemple, c'est un excellent exemple. Nous, on n'avait pas du tout pensé à mettre le Roquefort dans la liste au départ parce que naïvement, on s'était dit, bon, ça, le Roquefort, ça ne doit pas tellement renvoyer à l'idée de mondialisation. En fait, si. Ce Roquefort, il est présenté à l'exposition universelle de 1867 à Paris et c'est la première appellation d'origine dans les années 20, en 1926, si ma mémoire est bonne, qui ne concerne pas le vin et qui ensuite va lancer toutes les appellations d'origine, alors pour les fromages bien entendu, mais de façon plus générale, ce système d'appellation d'origine qui aujourd'hui s'est diffusé hors d'Europe occidentale. On a l'exemple dans le livre du poivre, avec le poivre blanc du Cameroun, qui est aujourd'hui, je crois, une des 3 appellations d'origine contrôlée d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ou le Nyokman, de la même façon. Donc, on peut suivre cette histoire-là comme ça, mais c'est vrai qu'on a plein d'exemples. On a été étonnés nous-mêmes de la récurrence de cette histoire-là. On peut penser à tous ces plats qui sont devenus des plats nationaux, qu'on peut dater.
chili con carne, qui devient le plat national du Texas en 1977, le ceviche, qui devient le plat national du Pérou en 2002, parfois d'ailleurs de façon complètement déconnectée de leur moment d'apparition. Je pense que le cas le plus remarquable, c'est le raki, qui devient la boisson nationale de Turquie en 2009, alors qu'on n'a pas attendu 2009 pour non seulement produire du raki en Turquie, le lait de lion, comme l'appellent les Turcs, mais aussi pour le célébrer au plus haut niveau de l'État, puisque Mustafa Kemal Atatürk présentait le raki comme sa boisson préférée. Très bien, merci. Alors, vous parlez justement des appellations. Donc, j'ai une question qui me vient, en effet. Cette définition d'appellation, afin de contrôler la production qui se développe au XXe siècle, vous l'avez dit, à partir du vin, le fromage. Je crois que dans l'exemple du livre, il y a aussi le cas du parmesan qui est très intéressant. Ma question serait celle-là, c'est à quel besoin, d'après vous, historien, voire nécessité peut-être, répond justement cette politique qui s'est développée, notamment en France, mais aussi, vous l'avez dit, désormais sur d'autres continents. À quelle nécessité Ouais, à quel besoin ou nécessité répond finalement cette politique de mise en place d'appellation de protection? Elles sont, je vous dis, elles sont moins doubles et peut-être même triples d'ailleurs, parce qu'on peut rajouter l'hygiène, mais il y a d'abord cette participation au processus de construction des identités nationales en l'occurrence, mais bon, pas seulement. Il y a la mise en évidence et l'exposition du savoir-faire artisanal et en fait bien souvent industriel. Et puis après, c'est aussi l'occasion de mettre en place des normes d'hygiène et des normes sanitaires d'élaboration des produits, avec une histoire qui là aussi est extrêmement compliquée, puisque bien souvent, au XIXe siècle en particulier, les produits qui apparaissent, même encore au XXe, on les présente comme des produits bons pour la santé, garantis pour le consommateur, alors même que quand on fait l'histoire longue de ces produits, aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses sont évidemment plus compliquées, parfois un peu ironiques. Alors, on peut donner plein d'exemples. Dans le livre, il y a l'exemple des cornflakes, qui sont littéralement inventés par le docteur Kellogg à la fin du 19e siècle, présentés d'ailleurs à l'exposition universelle de 1893, et défini au départ comme quelque chose de profondément hygiénique. La théorie du docteur Kellogg, c'était de proposer au petit déjeuner, en même temps que d'ailleurs se solidifie en quelque sorte cette pratique du petit déjeuner, un aliment qui soit parfaitement fade, sans goût, avec cette idée qui est chez Kellogg, qui est adventiste, qui est végétarien, qui prône l'abstinence sexuelle, qu'il y a quelque chose de déplacé dans le goût fort des aliments. Bon, ça c'est plutôt ironique quand on va dans le supermarché aujourd'hui et qu'on s'aperçoit que ce qui est vendu sous le terme de cornflakes, c'est saturé de sucre et participe aujourd'hui de l'épidémie d'obésité qui touche en particulier les pays occidentaux, mais pas seulement. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Alors il y a un exemple qui est remarquable parce que lui encore on peut y croire. C'est l'exemple du yaourt qui est développé dans les livres par Didier Nourisson, qui a fait un livre sur le yaourt par ailleurs. Qui est une histoire fascinante, cette histoire du yaourt, parce que le yaourt, ça remonte à la nuit des temps, on n'a pas attendu le début du XXe siècle pour manger des yaourts, sauf que ce qui apparaît au début du XXe siècle, c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui comme étant le yaourt dit bulgare. Et pourquoi est-ce que ce yaourt bulgare devient important à ce moment-là? C'est parce qu'un bulgare, Stemonov, arrive à identifier au tout début du XXe siècle cette bactérie qui va transformer le lactose en acide lactique. Et il va présenter ça ensuite à l'Institut Pasteur. À l'Institut Pasteur se trouve le professeur Menchikov, ukrainien, de l'Institut Pasteur, qui au même moment se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les montagnards de Bulgarie vivent si vieux et suppose qu'il y a un lien entre leur longévité et leur consommation de yaourt. Quand arrive Grigorov, il résout ce problème que se pose Menchikov. Menchikov obtient le prix Nobel de médecine en 1908, je crois, par là. Et oui, en 1908, pour ses travaux sur l'immunité. Et dans la foulée, on va voir des industriels issus de l'Empire ottoman,
produire les premières grandes usines de yaourt, à Paris d'abord, à Barcelone ensuite. À Barcelone, celui qui fonde cette usine, c'est un juif de l'Empire ottoman qui s'appelle Isaac Carasso et qui va donner à son entreprise le nom de son deuxième fils qui s'appelait Daniel et dont le diminutif était Danone. Et pour asseoir leur empire industriel, parce qu'il va devenir leur empire industriel, ils se fondent sur la découverte de Grigorov et la notoriété de Menchikov, à ce point que dans l'usine de Paris, par exemple, se présente comme la seule usine qui vend des yaourts qui sont certifiés par le professeur Menchikov, ou en tout cas par la méthode du professeur Menchikov. Donc, finalement, vous parlez d'industrialisation de la production. Donc, justement, en effet, votre ouvrage aborde de manière assez précise cette industrialisation à travers les exemples de Heinz à Pittsburgh, je crois, de Panzani à Niort, ou du Roquefort, comme vous le disiez, dans les caves de l'Aveyron. Donc, de quelle manière, finalement, ces produits sont eux aussi touchés par cette industrialisation? Si vous pouvez peut-être préciser cette transformation. Oui, d'autant plus que ça justifie la périodisation, parce que cette histoire de l'alimentation, et on pourra donner d'autres exemples, c'est évidemment une histoire au temps très long. Donc, en général, si on pense à la mondialisation de l'alimentation, on a plutôt envie de faire remonter ça au XVIe siècle, avec en particulier la grande circulation des produits entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Et de fait, dans bien des cas, c'est une rupture pertinente et on est bien obligé d'y revenir souvent. Mais quelque chose change dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec donc d'une part ce processus de construction des identités, nationales en particulier, mais aussi avec l'avènement de l'industrialisation, qui va tout changer, mais alors progressivement. Donc là aussi, c'est pareil, on peut donner évidemment plein d'exemples. Plein d'exemples. Il faut juste que j'en trouve qui soient cohérents. Ce qu'on montre, par exemple, ce que montre pour le coup un véritable spécialiste de l'histoire de l'alimentation qui a travaillé dans le livre qui s'appelle Florent Kellier, qui a dirigé il y a quelques années une grosse histoire générale de l'alimentation, il prend l'exemple du sucre. Et cet exemple du sucre, il montre bien ce qu'a été dans le cadre de l'industrialisation la révolution de l'emballage. À partir du moment où vous emballez les produits, parce qu'ils sortent des usines emballées, ils arrivent dans les épiceries, sans que le client puisse désormais les voir, les toucher ou même les goûter. Jusqu'au début du XXe siècle, le sucre, par exemple, il était vendu sous la forme de pain de sucre et vous pouviez voir le sucre avant de découper vous-même, enfin de faire découper par l'épicier, le morceau de sucre que vous vouliez. Avec l'emballage, vous avez du sucre en morceaux, vous avez du sucre en poudre, mais de toute façon, vous ne le voyez plus, vous ne le goûtez plus. Donc, la seule solution pour le client, pour le consommateur, c'est de faire confiance à la marque. Et une des premières conséquences de l'industrialisation, c'est le développement du packaging et de la publicité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut suivre depuis la seconde moitié du 19e siècle, assez bien, avec des cas qui sont hyper connus. Donc, je pense que le cas le plus connu, c'est le cas de Coca-Cola. Là aussi, c'est pareil. Hein. Au départ, Coca-Cola, ça circule dans les deux sens. Hein. Au départ, c'est une imitation aux États-Unis du vin Mariani français, et puis on va enlever le vin, ne conserver que ce mélange de coca et de noix de cola, le sucre hein, évidemment, qu'on va dans un premier temps présenter comme étant bon pour la santé. Les inventeurs du coca comme l'inventeur du Pepsi, ce sont des pharmaciens. Mais ce qui fait la gloire du Coca-Cola, ce qui va bien fonctionner, c'est qu'à Atlanta, autour du fondateur de la Coca-Cola Company, on va mettre en place toutes les nouvelles techniques du merchandising, du packaging, de la publicité. Le cas le plus... Donc, c'est quand même eux qui inventent la publicité par les billboards, là, les panneaux qu'on voit sur les routes, en même temps que se développe la révolution automobile. Mais ce qu'on retient surtout de lui, c'est en 1916, quand il se rapproche des embouteilleurs et qui fait créer une bouteille particulière, la première bouteille de Coca-Cola, celle qui va ensuite être déclinée, cette bouteille qui est imitée des robes fourreaux des femmes élégantes de l'époque, et dont le fondateur de la Coca-Cola Company disait qu'elle devait être reconnaissable même par un aveugle, simplement au toucher. Donc ça, c'est un des éléments importants de cette histoire de l'industrialisation. Il y en a d'autres, évidemment.
parce que contrairement à ce que pourrait laisser croire l'histoire de cornflakes, des cornflakes de Kellogg, ou on pourrait donner d'autres exemples, l'histoire du tapioca, l'histoire des laits concentrés, c'est une histoire qui va rapidement poser des problèmes en matière d'hygiène et en matière de diététique. Alors le cas le plus célèbre, c'est un des petits articles que moi j'ai fait dans le livre. Et si je l'ai fait, d'abord, c'est parce que j'ai trouvé personne pour le faire. Donc c'est aussi le drame des directeurs d'ouvrage. Moi, je voulais travailler au départ sur le ketchup parce que c'était un bon exemple. Donc ça, je l'ai fait. Mais je voulais aussi, à un moment donné, qu'il y ait une entrée sur les charcuteries industrielles. Si vous entrez dans une épicerie, ce qui est quand même frappant aujourd'hui, c'est de voir ces rayonnages entiers de jambon blanc, de rillettes, de jambon de pays, etc. Donc personne ne voulait travailler là-dessus. Je l'ai fait. Je l'ai fait à partir d'une bibliographie existante, et notamment d'ailleurs beaucoup d'une bibliographie anglo-américaine, parce qu'encore une fois, ces food studies ont donné beaucoup de travaux aux États-Unis en particulier, et beaucoup de travaux qui ont d'emblée une dimension mondiale. Il existe aux États-Unis une histoire mondiale des hamburgers, une histoire mondiale du ketchup. Alors sur les charcuteries, pas encore, mais ça va venir. Or, l'histoire des charcuteries, elle est vraiment affreuse. Et elle invite le chercheur qui s'y penche à pratiquement arrêter de manger des charcuteries, indépendamment du problème de la condition animale et de la façon dont les porcs sont élevés et abattus. Puisque ce qui se crée autour de l'industrie de la charcuterie à la fin du 19e siècle, donc d'abord à Cincinnati, puis après à Milwaukee, à Chicago, dans ce milieu qu'on appelle celui des meat packers, qui est un nouveau métier d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont à la fois charcutiers, mais aussi emballeurs, conditionneurs, marchands. C'est qu'on réunit donc ces ports dans des endroits gigantesques. Les États-Unis, en 1900, c'est 40% des ports de la planète. Il y a des entreprises immenses qui fabriquent des jambons, du bacon, des saucisses, à partir de porcs qui sont tués, saignés, découpés, hachés dans des immenses chaînes. Alors nous, en général, on pense plutôt au corned beef parce qu'on a en tête Tintin en Amérique avec la chaîne de production de Tintin en Amérique, mais en fait, ça marchait aussi pour les porcs. Et le problème de ça, c'est que pour pouvoir garantir la conservation de la viande dans un premier temps, on utilise du nitrate de potassium, ce que nous on connaît sous le nom de salpêtre, qui est renouvelé au 19e siècle par ce qu'on appelait à l'époque le salpêtre du Chili, c'est-à-dire du nitrate de sodium, parce qu'on découvre au Chili des grands gisements de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt, tous ces additifs qu'on ajoute à la viande? Ils en ont deux principalement. Dans le cas de la charcuterie dite cuite, parce qu'au départ, charcutier, ça veut dire charcutier. Ce sont ceux qui ont la responsabilité de travailler les viandes cuites, contrairement aux bouchers qui travaillent les viandes crues. Il y a deux façons de faire cuire cette viande. La première, c'est de la faire cuire véritablement, de la faire bouillir. Et vous savez très bien que si vous faites bouillir de la viande de porc, vous obtenez une matière un peu marronasse et assez peu appétissante. Donc, on utilise des additifs pour rendre à cette viande marron une belle couleur rose. Pendant très longtemps, par exemple, on a utilisé de la poudre de cochenille du Mexique pour ça, dès le XVIIIe siècle. Et puis, il y a une autre chose, une autre façon d'obtenir ces charcuteries, c'est en salant la viande ou en la préparant dans de la saumure ensuite. Et ça, on s'est aperçu que ces additifs nitrés, parce qu'on va en ajouter un autre après qui sera le nitrite de sodium à partir des années 1920, ça permet tout à la fois de conserver à la viande sa belle apparence rouge. Le jambon, s'il est rouge, c'est parce qu'en étant massé au sel, le fer de la viande se transforme en zinc, et c'est ça qui va donner la couleur rouge au jambon. Si on utilise du salpêtre du Chili, c'est-à-dire du nitrate de sodium, ou ce nitrite de sodium qui est autorisé aux États-Unis à partir de 1925 et en France à partir de 1964, on obtient cette couleur rouge et cette texture du jambon en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc non seulement ça se conserve mieux, avec cette idée que si on mange cette charcuterie, on ne sera pas touché par la toxine botulique et on ne risque pas d'en mourir ou d'être très malade, mais surtout on l'obtient beaucoup plus rapidement. Et ça, quand on le fait au XXe siècle, tout le monde sait que c'est nocif pour la santé. Il y a des campagnes de médecins
y compris au moment où en France on autorise le nitrite de sodium en 1964, qui explique que c'est nocif pour la santé, que c'est un des principaux facteurs de risque pour le cancer du côlon en particulier. Et ça, c'est reconnu en 2015 lorsque l'OMS déclare que les charcuteries industrielles sont cancérogènes certains. C'est aujourd'hui le seul produit alimentaire qui a été classé par l'OMS cancérogène certain. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de charcuterie, simplement, en théorie, pour produire un bon jambon, il suffit, à part la viande, d'avoir juste du sel et du thon. Sauf que l'industrie alimentaire, ce qu'elle a de moins en moins, c'est du temps. Et ça, effectivement, ce n'est pas l'aspect le plus agréable, disons, de l'histoire de l'industrialisation de l'alimentation. Merci. On a souvent tendance aussi, Sylvain Wener, à rattacher bien sûr les aliments et les recettes, on disait tout à l'heure, à un terroir, parfois même à un moment, un des auteurs le dit, à une personne, la fameuse recette de la grand-mère par exemple. Mais ces produits finalement ont voyagé, ont toujours voyagé. Donc la question serait comment et avec qui ces produits ont voyagé, si vous voulez peut-être illustrer avec quelques exemples précis, c'est vrai que pour... Oui, alors c'est là que du coup c'est difficile. Pour le coup, là, c'est à ce moment que c'est difficile de commencer dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, parce qu'il y a plutôt les ruptures, elles sont un petit peu différentes. Il y aurait plutôt le XVIe siècle et la réunion des deux mondes avec ces grandes circulations de produits, dont on peut donner comme exemple évidemment la tomate, parce que c'est cette petite tomate qui arrive en Espagne vers 1520, en Italie vers 1540, et qui va progressivement être acclimatée en Europe, alors de façon assez différente d'ailleurs de ce qu'on s'imagine aujourd'hui, parce que ce qui arrive en Europe au XVIe siècle, c'est pas la tomate qui nous permet de faire des salades de tomates aujourd'hui ou des pizzas. Ce sont des petits fruits qui sont pas toujours comestibles, il faut faire attention, qui sont rarement rouges, qui sont plutôt violets ou verts, et que pendant des décennies, les Européens vont utiliser comme condiment, au même titre que le piment ou le poivre. Et ça n'est que progressivement qu'à partir du tournant des 18e et 19e siècles, ça devient la tomate qu'on connaît. Mais bon, il y a plein d'exemples comme ça, et ces circulations sont souvent, évidemment, elles croisent les circulations atlantiques qui étaient celles de la traite. Par exemple, le tapioca, qui est un bon exemple pour ça aussi, il provient, le manioc, disons, provient au départ d'Amérique du Sud. C'est quelque chose qui vient du Brésil, sous deux sortes, le manioc doux, le manioc amer. C'est le manioc amer qui va donner le tapioca, alors qu'au départ, c'est un poison. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le manioc existe encore évidemment en Amérique du Sud, mais on le considère davantage comme l'élément de la cuisine africaine, où le manioc s'est implanté dès le XVIe siècle, et puis aussi d'Asie du Sud-Est. Alors pourquoi est-ce que le manioc arrive au XVIe siècle en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre? Parce que les traitants portugais en particulier cherchent des comestibles qui ne pourrissent pas dans les cales des navires pour nourrir les individus qui ont été raflés en Afrique et qu'on emmène ensuite en Amérique, ceux qui vont devenir les esclaves en Amérique. Et le manioc, ce gros tubercule-là, se conserve assez bien pour ça. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, sur les côtes d'Afrique, en particulier là où les Portugais sont installés, on acclimate le manioc d'Amérique du Sud. Puis un deuxième moment dans cette histoire, et là qui nous concerne davantage par rapport à la périodisation du livre, qui est important, c'est évidemment ce grand siècle qui a été le siècle des migrations, de l'accélération des migrations entre, disons, 1830 et 1920. Très grand siècle des migrations que souvent on se représente comme étant un siècle de migration blanche parce qu'on pense au peuplement des États-Unis d'Amérique en particulier, alors qu'à l'échelle du monde, les migrations dites blanches ne représentent que 40% des migrations totales. Et que l'essentiel vient aussi, on oublie très très souvent le coolie trade, les Indiens qui vont en Afrique ou dans les Caraïbes et tout le mouvement migratoire chinois. Donc ça aussi, ça produit évidemment des effets, puisque ce sont ces migrants, alors d'abord au 19e siècle et puis ensuite au 20e siècle, qui vont cette fois-ci faire circuler non pas les matières premières, mais pour le coup les recettes.
avec tout un tas de phénomènes d'appropriation. Donc, alors là, le livre en est saturé parce que c'est vraiment la grosse histoire de cette mondialisation alimentaire au 19e et 20e siècle. Mais le livre est saturé d'exemples. Alors, on peut dire, par exemple, si vous savez ce que c'est que les California Rolls que vous mangez dans les restaurants japonais en France, ces California Rolls, c'est quelque chose d'assez récent qui est lié à l'émigration nippone en Californie. Et quand les Japonais arrivent avec leurs recettes en Californie, et notamment les recettes de sushi ou de maki, surtout de sushi, les locaux, les Californiens, ne sont pas à l'époque très amateurs de poissons crus. Manger du thon cru, ça leur paraît bizarre. Donc on remplace le thon cru dans les préparations japonaises par ce qu'on trouve en Californie, c'est-à-dire soit de la chair de crabe cuite, soit surtout des avocats. Et on a ces California Rolls qui ensuite vont se diffuser à l'ensemble du monde, alors qu'au départ, c'est une appropriation californienne sous l'effet des flux migratoires d'une recette japonaise. Ben alors de ça, on peut vraiment trouver beaucoup d'exemples comme ça. Au Mexique, très récemment, si vous êtes allé au Mexique, vous avez peut-être mangé ces tacos qui sont délicieux, qu'on appelle les tacos al pastor, qui sont faits à base de viande de porc grillée, de piment, d'ananas, dans une galette de maïs. Les Mexicains ne mangeaient pas de tacos al pastor jusqu'à une date très récente. Ce sont des immigrés libanais qui ont adapté le shawarma, enfin qui ont mélangé en quelque sorte le shawarma du Proche-Orient avec les tacos habituels du Mexique pour créer cette nouvelle variété de tacos. Il se trouve que moi, je connais assez bien le Mexique et qu'aujourd'hui, mes amis mexicains expliquent très volontiers que c'est les meilleurs tacos qu'on peut trouver chez eux. Mais il y a plein d'autres exemples. Si vous allez au restaurant indien et que vous prenez des cheese naan, alors le naan, c'est déjà quelque chose qui a beaucoup voyagé, hein, cette galette-là. Mais l'idée de la fourrure avec du fromage, c'est quelque chose qui apparaît dans les restaurants indiens français au milieu du XXe siècle. Alors sous l'effet bien souvent d'ailleurs d'immigrés indiens qui adaptent au goût français en récupérant du fromage fondu et notamment de la vache qui rit à la préparation de naan. Il y a vraiment plein d'exemples comme ça. Très bien, merci. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à une bouteille célèbre, bien sûr, c'est celle de Coca-Cola. Le livre laisse aussi la place à une autre bouteille célèbre, c'est celle de l'Orangina, un chapitre qui était très intéressant. Et on comprend au travers de ce chapitre et d'autres aussi le lien entre les produits alimentaires et la colonisation, qu'on n'a pas encore abordé jusque-là. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer justement ce lien avec la colonisation du 18e jusqu'au 20e siècle? Oui, bah oui, là aussi, il y a plein d'exemples. Évidemment, les colonies les empires jouent un très grand rôle dans la confection des recettes à l'époque contemporaine. Donc, on a déjà parlé du Christmas pudding. On peut parler. Alors, l'orangina, c'est une histoire un petit peu plus industrielle, mais par exemple, il y a une histoire qui est assez connue et chouette, c'est l'histoire du couscous. Puisque aujourd'hui, si vous allez dans un restaurant français et que vous prenez un couscous merguez, ça vous paraît une évidence et vous pensez que vous êtes en train de manger un plat d'Afrique du Nord, alors que en Afrique du Nord, on ne mange pas les merguez avec le couscous, et on les mange avant, plutôt en entrée, et que de toute façon, le couscous qu'on nous présente, nous, ce couscous avec une sauce rouge, disons, c'est plutôt un couscous qui était le couscous des pieds noirs. Ce sont les pieds noirs, en fait, qui ramènent cette idée qu'on va manger le couscous dans cette version-là, qui était plutôt la version kabyle, et avec des merguez, alors que ce n'était pas le cas en Afrique du Nord. Mais des choses comme ça, des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, on nous dit bien souvent que le couscous est aujourd'hui le plat préféré des Français, mais si on se déborde un petit peu, c'est le ministre, j'ai oublié son nom, britannique, qui, au début des années 2000, expliquait que le plat national britannique, aujourd'hui, c'était le tikka. Et le tikka, c'est-à-dire une forme de curry indien qui est adaptée au goût britannique, c'est-à-dire qu'on doit diluer dans du yaourt, moins épicé. D'ailleurs, de toute façon, cette affaire du piment en Inde aussi, c'est une histoire très compliquée, puisqu'il n'y a pas de piment en Inde si on se reporte 5 siècles en avant, ni en Chine d'ailleurs.
Le piment, ce sont les Européens qui le découvrent au Mexique au moment de la conquête au XVIe siècle. Les Espagnols vont l'appeler pimiento parce qu'en fait, ils recherchent à ce moment-là du poivre et donc ils vont lui donner à peu près le même nom. Et c'est ce piment-là qui va se retrouver par la suite en Inde, en Chine, jusqu'à participer complètement de l'identité des gastronomies indiennes et des gastronomies chinoises, alors qu'il n'était pas spécialement chinois. Donc les empires jouent un rôle, bien sûr, mais dès les deux empires, en fait, le premier empire colonial comme des seconds. Mais ce n'est pas la seule forme. Il y a aussi, on a été frappé en faisant le livre de la récurrence de l'importance des guerres, des conflits dans la façon, dans l'histoire de l'alimentation et dans l'histoire de la mondialisation des produits alimentaires. C'est Christian Grattalou qui a participé au livre, qui raconte comme ça une histoire étonnante. L'histoire du thé est une histoire étonnante, mais la façon dont le thé a circulé depuis la Chine jusqu'à l'Inde et un peu partout jusqu'en Europe occidentale. Il lui raconte une histoire étonnante qui est une histoire de guerre. Ça se passe au moment de la guerre de Crimée, donc 1854-1855. À ce moment-là, les circuits du thé sont déjà bien en place, ils se sont mis en place au temps moderne et surtout au XVIIIe siècle. Les compagnies britanniques, les Easterners, comme les appelait, récupèrent du thé, il n'y a pas encore le canal de Suez, récupèrent du thé et l'acheminent jusqu'à Gibraltar, où ensuite on le diffuse un peu partout. À ce moment-là, ils possédaient des tonnes de thé à Gibraltar qui étaient destinées au marché russe. Sauf que la guerre de Crimée ayant éclaté, impossible de diffuser le thé en Russie. Les Britanniques de Gibraltar, à ce moment-là, décident de diffuser, d'aller vendre leur thé au Maroc, de l'autre côté du détroit. Et c'est ce thé du Maroc qui ensuite va être mélangé à une infusion locale qui était la menthe avec du sucre et qui va donner la modalité particulière de consommation du thé en Afrique du Nord. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a des exemples qui sont très connus. Enfin, les guerres ont joué un très grand rôle. Il y a des exemples qui sont connus comme au moment du blocus de Napoléon, enfin le blocus anglais de l'Europe napoléonienne, quand on est obligé de reconvertir en Europe, d'arrêter les importations de café, d'arrêter les importations de sucre de canne, et qu'à ce moment-là, on développe la betterave sucrière et la chicorée, ou plein d'autres choses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, on est privé de Coca-Cola et donc on cherche un substitut au Coca-Cola et qu'on invente cette boisson que les Allemands de l'époque appelaient le Fantastique et qui va devenir le Fanta. Ça me fait penser, si pour les clionautes qui s'intéressent à cette histoire de l'alimentation, vous venez de parler de Christian Grattalou qui a écrit il y a quelques années ce qui aurait pu être une partie de votre livre, mais je crois que c'est un livre qui s'appelait Le monde dans nos tasses. Oui, c'est une histoire du petit déjeuner. Oui. Une histoire du petit déjeuner qui était déjà très intéressante, où il parlait du thé, du chocolat, etc. C'était voilà, dans le même style. Il a fait aussi un article sur la baguette. D'accord. La baguette de pain française qui justement relève de cette histoire des représentations, des constructions des identités. Comment est-ce qu'à un moment donné, la baguette devient l'attribut du français, à ce point qu'on est obligé d'aller chercher dans l'histoire des justifications typiquement françaises à l'existence de la baguette, la plus marrante étant celle selon laquelle la forme particulière de ce pain serait due à la volonté des armées de Napoléon de pouvoir emporter du pain un peu partout dans les campagnes, enfin non, les campagnes militaires. Et donc on aurait inventé ce pain long et cette forme particulière de pain pour pouvoir le glisser dans le pantalon des soldats. Et il y a plein d'histoires comme ça très très identitaires. Il y en a qui sont amusantes. Il y en a une qui concerne le ceviche, ce plat typique ce plat national péruvien depuis 2002, dont les Péruviens eux-mêmes ne connaissent pas l'origine du nom, qui s'écrit d'ailleurs tantôt ceviche, tantôt ceviche. Donc, vous voyez ce que c'est du poisson cru avec du citron et de la coriandre, en gros, puis en fond, on peut ajouter beaucoup de choses. La logique étymologique, ça voudrait que ça vienne de escabeche, qui aurait ensuite donné ceviche. Mais la légende qu'on raconte là-bas est beaucoup plus amusante. Ce serait un marin qui est anglais
échoué sur les côtes du Pérou au XIXe siècle, à qui on aurait fait manger du poisson cru avec du citron et de la coriandre, et qui aurait trouvé ça tellement bon qu'il se serait exclamé « son of a bitch », ce que les locaux auraient interprété par « ceviche ». Mais ça fait partie de ces légendes auxquelles on ne peut absolument pas croire, évidemment, mais qui sont comme la légende du Roquefort, comme la légende du Tikka, qui sont des mythes d'origine qui permettent de venir conforter une identité et assurer ensuite la publicité d'un produit. Cette histoire, vous venez de le rappeler encore à nouveau, hein, en fait, elle nous apporte un regard véritablement global, élargi des produits alimentaires, très éloigné de notre histoire gastronomique nationale, pourtant très riche. On pourrait aussi citer des articles sur les nouilles singapouriennes, je crois l'injera éthiopienne, etc. Pour vous, historien, Sylvain Venner, qu'apporte ce regard justement et ce travail élargi au monde et à ces différentes cultures? Déjà, encore une fois, ça présente le même intérêt que pour l'histoire des objets, c'est que si on s'y prend, on peut en tout cas espérer faire une histoire qui concerne la totalité de l'humanité, puisque contrairement encore une fois aux histoires générales de la littérature, aux histoires générales de l'art, on touche un peu tout le monde. Et puis ça crée un sentiment de proximité avec le monde. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce qu'on a dans notre assiette ou dans notre main, et que la bouchée qu'on va manger, si on reconstitue un petit peu l'histoire des produits, l'histoire de la façon dont on les a accommodés, ça raconte une histoire beaucoup plus vaste. C'est vraiment, je ne me rappelle plus si on l'a mis dans l'introduction parce qu'on tournait autour de cette idée, c'est vraiment ce sentiment d'une proximité du monde. Et puis, pour le coup, dans ce type d'ouvrage, on mobilise des spécialistes, bien sûr, mais on leur demande de faire un pas de côté par rapport à leurs objets de recherche. Et puis souvent, d'ailleurs, on leur demande aussi d'essayer de penser à l'ensemble du monde, alors que parfois, ils sont sur une aire culturelle bien précise. Donc, on leur demande un effort d'interprétation et parfois d'imagination. Il y a une dimension pédagogique, c'est-à-dire que eux-mêmes ressentent en rédigeant leurs articles, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses simplement par le fait de s'être posé la question. Enfin, par exemple, je vous donne un exemple, un truc qui, moi, m'a complètement épaté dans le livre, c'est parce que je n'y avais jamais pensé. On avait contacté une spécialiste, pour le coup, américaine, alors que l'équipe est pratiquement française, parce qu'on voulait quelque chose autour de... On se demandait, vous savez ce qu'on appelle aux États-Unis la soul food, comme il y a de la soul music, c'est-à-dire ces interpénétrations dans le Sud, liées à la traite atlantique entre nourriture, alimentation ou gastronomie d'Amérique du Nord et d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et elle nous a proposé un article, je crois que c'est celui qui ouvre le livre maintenant, un article sur la viande au barbecue. Alors moi, évidemment, qui n'y connaissais pas grand-chose, alors depuis le barbecue, on en a beaucoup parlé dans les médias, mais là, on est au courant que ça deviendrait un objet de scandale. Mais confusément, j'aurais dit que la viande au barbecue, c'était sans doute aussi vieux que l'humanité, que l'idée de faire cuire de la viande sur du bois, ça n'avait pas forcément une histoire. Et en fait, l'histoire devient intéressante si on la prend à l'envers. C'est-à-dire si on se dit aujourd'hui, je vais dans un magasin pour acheter un barbecue. Et il y a des barbecues maintenant qui valent une fortune. Donc je vais acheter un barbecue. D'où vient ce réflexe-là ? En fait, évidemment, la mode, c'est une mode américaine. C'est-à-dire que nos pratiques du barbecue d'aujourd'hui, l'industrie du barbecue, c'est quelque chose qui vient des États-Unis d'Amérique de la seconde moitié du XXe siècle, qui est lié à un mode de vie proprement américain, c'est celui des suburbs, des maisons individuelles, de la voiture. Ok, donc si on remonte comme ça, on se dit, alors pourquoi est-ce que ce mode de vie est arrivé aux États-Unis? Pourquoi est-ce que les suburbs se sont accompagnés du barbecue? Mais c'est parce qu'il y avait une tradition du barbecue aux États-Unis. Mais cette tradition du barbecue aux États-Unis,
en fait, elle était plutôt une tradition des États du Sud. Et dans les États du Sud, on avait comme ça des barbecues géants qu'on organisait dans les grandes plantations à intervalles réguliers et dont on confiait la réalisation aux esclaves. D'ailleurs, c'était des moments dangereux parce que les maîtres blancs craignaient ces grands barbecues. Ils avaient peur que ce soit le point de départ de révolte d'esclaves. Ce qui s'est d'ailleurs vérifié à la grande révolte de Ted Turner en 1831. Le point de départ, c'est un barbecue. Alors du coup, la question qui se pose, c'est, d'accord, alors à ce moment-là, est-ce que cette pratique du barbecue, ça viendrait précisément de ces populations d'Afrique de l'Ouest et du Centre, transplantées sous l'effet de la traite en Amérique et qui auraient perpétué une tradition qui viendrait d'Afrique de l'Ouest et du Centre? Non, parce qu'à l'époque de la traite, pour autant qu'on puisse le savoir, nous disent les spécialistes, en Afrique de l'Ouest et du Centre, on ne mangeait pas tellement de viande grillée. Donc ça ne venait pas de là. Donc d'où ça vient? Alors c'est à ce moment-là que l'étude du nom barbecue devient intéressante, parce que barbecue, en fait, ça vient de l'espagnol barbacoa, qui désigne ce que les Espagnols rencontrent en arrivant en Amérique, et notamment dans l'actuel Haïti, ce qu'on appelait Hispaniola à l'époque, c'est-à-dire ces espèces de constructions en bois qui ressemblent à nos barbecues actuels. Sauf que dans la population taïno de l'Hispaniola au XVIe siècle, on voit bien ces constructions, on a des dessins du XVIe siècle qui ont été faits par les Espagnols, mais on ne peut pas garantir que ça servait à faire cuire de la viande ou du poisson. Par contre, chez les Tupinamba du Brésil, ça on en est certain, on a le même genre de construction pour faire cuire de la viande et du poisson dans le cadre d'une activité festive. Sauf que les Tupinamba du Brésil n'appellent pas ça barbecue, une barbacoa. Ils appellent ça d'un nom qui va ensuite rentrer dans la langue française, c'est le boucan, qui va donner boucané, qui va donner ensuite les boucaniers, etc. Donc, il y a une incertitude. Par contre, ce qui est certain, c'est que la pratique, elle remonterait plutôt aux Amérindiens. Donc, c'est assez intéressant de faire l'histoire de ce point de vue-là, c'est-à-dire de se dire, bon, peut-être qu'on a toujours fait cuire de la viande, mais notre pratique du barbecue, quand on va acheter un barbecue aujourd'hui dans les grands centres commerciaux, oui, effectivement, on va passer par les États-Unis, mais en fait par le sud des États-Unis, par les esclaves et sans doute par les interactions entre les populations esclavisées et issues d'Afrique de l'Ouest et du Centre et les Amérindiens. Et l'article revient très bien à la fois aussi à nouveau sur les identités locales avec, je crois, la ville de Memphis, au Tennessee, qui accueille le championnat du monde de barbecue depuis les années 70, je crois, avec cette référence à la seule viande authentique de barbecue, je crois. J'aurais deux dernières questions pour finir, parce que vu le fil de discussion, je crois que les collègues vont aussi avoir des questions. Ça serait plutôt sur les regards par rapport à cette mondialisation. Dans l'article sur Roquefort, je crois qu'il fait référence à Jean Jaurès, qui, dès la fin du 19e siècle, critiquait la concentration capitaliste, notamment de la société qui va absorber toutes les petites entreprises productrices. Est-ce que, au travers des différents articles, de vos discussions avec vos collègues, cette critique d'une certaine mondialisation est quelque chose qui a apparu dès peut-être le XVIIIe siècle, voire le XIXe siècle? La critique des grandes entreprises. Des grandes entreprises, du capitalisme, de certaines dérives finalement de la Oui, mais là, dans le cas du Roquefort, c'est parce que l'article a été confié à Philippe Artière, qui venait de publier son livre sur l'histoire du Larzac. Et justement, qui, par rapport à toute la mythologie du Larzac, un peu anarchiste ou révolutionnaire, nuance énormément cette question, puisque quand on s'oppose au camp militaire du Larzac dans les années 70, on s'y oppose aussi parce qu'il y a cette énorme entreprise qui a des intérêts bien compris à ce que le Larzac demeure une terre d'élevage de brebis, puisque la première caractéristique de l'AOC Roquefort, ça a été d'éliminer le lait de vache à l'intérieur
à l'intérieur de la fabrication, de la recette. Alors, je cherche un exemple, hein, parce qu'évidemment, il y en a plein. Oui, oui. Encore une fois, ça a beaucoup tourné, il me semble, hein, cette affaire de mondialisation, sa critique a beaucoup tourné autour des effets délétères sur la santé. Donc, toutes les questions de savoir si justement on ne donne pas à manger trop de sucre aux enfants, ça c'était le cas des scandales sur le lait concentré sucré, ou si la viande hachée, les hamburgers n'étaient pas mauvaises pour la santé. Alors peut-être l'exemple qui marcherait le mieux, mais bon, encore une fois, c'est une critique assez récente, hein, pour répondre à votre question précise, hein, il me semble. Mais un exemple qui marche très bien, c'est l'article d'Isabelle Surin sur l'huile de palme et la façon dont cette longue histoire de l'huile de palme a abouti aujourd'hui à pas mal de scandales doubles, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a un scandale alimentaire sur l'huile de palme, c'est ce que font les acides gras saturés à l'organisme, et puis un autre scandale de l'huile de palme, c'est ce que font les plantations de palmiers à huile à l'environnement, et en particulier à la faune. Hein. Il y a un exemple en tout cas qui est bien connu parce qu'il a fait l'objet de campagnes publicitaires, c'est la destruction de l'habitat des orang-outans en Malaisie pour produire de l'huile de palme. Donc ça, des scandales comme ça, il y en a plein, ils ont été alimentés. Enfin, le boycott, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais le boycott Nestlé dans les années 1970, hein, c'était dirigé exactement contre le lait concentré sucré. Et ce que ça faisait aux enfants, et notamment ce que ça faisait aux enfants dans ce qu'à l'époque on appelait le tiers-monde, dès lors qu'on exportait le lait concentré sucré en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Là, il y avait des campagnes. Je suis désolé, hein, je cherche en vous parlant un exemple plus précoce, mais là, il ne me vient pas. C'est très bien comme ça. Dernière question pour ma part, Sylvain Venner. Une des forces nombreuses de votre livre, c'est tout simplement de faire réfléchir le lecteur. Je vous donne un exemple. Après avoir lu votre article, je crois que c'est le vôtre sur le ketchup, on ne voit plus le ketchup de la même manière. Hein, ça fait réfléchir, ça lance même des discussions à la maison avec les enfants. Hein, c'est vraiment une des forces de votre livre. Donc ma dernière question, c'est finalement quel est votre regard d'historien, mais aussi finalement peut-être de citoyen sur cette mondialisation, à la fois peut-être sur ce qu'elle peut apporter de bon, sur ses dérives, et peut-être aussi quels sont alors les défis pour demain, tout simplement, par exemple, pour nos enfants. Bah, les défis, je pense qu'on les connaît tous, hein, parce qu'ils sont bien dans l'actualité et effectivement, ils orientent nos regards de citoyens. C'est la question des productions locales, c'est-à-dire est-ce que c'est bien raisonnable de… Enfin, alors, indépendamment du ketchup, mais le ketchup, effectivement, c'est un cas intéressant parce que, mais de façon générale, tout ce qui est concentré de tomates, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Si vous êtes au Nigeria, vous allez acheter des concentrés de tomates qui s'appellent Pomo ou Gino avec des drapeaux italiens dessus. Mais en fait, aujourd'hui, ces concentrés de tomates, ils sont produits massivement en Chine. Et en fait, à partir de champs de tomates qui sont même assez précisément situés dans le Xinjiang, on y fait travailler les Ouïghours dans des conditions que j'imagine que vous connaissez. Et si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on vend des concentrés de tomates au Nigeria à partir de tomates qui sont produites en Chine par le travail forcé des Ouïghours, il faut remonter à une histoire un peu plus longue qui est à la fois l'histoire de la tomate industrielle, qui est l'histoire de la circulation de la tomate. Et puis aussi, c'est vrai, cette histoire de ce que les Britanniques appellent les sauces brunes, mais cette histoire du ketchup. Et avec ce grand mystère qui n'est pas résolu. Il y a dans le livre des mystères qui ne sont pas résolus. Hein. Il y a le ketchup, ça viendrait d'un mot de Chine du Sud ou de Malaisie, ketsap, et ce seraient ces sauces ces saumures en réalité que les Britanniques, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, rapportent de Chine du Sud et d'Asie du Sud-Est
jusque d'abord en Grande-Bretagne et ensuite dans les colonies américaines, et qui vont progressivement être transformés en ce qu'on appelait au 19e siècle le catsup, et qui va devenir le ketchup ensuite. Sauf que, évidemment, c'est compliqué parce que depuis la saumure faite à partir de poissons jusqu'au ketchup qui est fait à partir de tomates et auquel on ajoute du sucre, je suppose qu'un Britannique de 1700 à qui on ferait manger du ketchup aujourd'hui n'y reconnaîtrait pas du tout le cas qui l'avait intéressé. Mais il y a un autre cas comme ça dont j'espérais bien qu'on en sorte, qu'on désépaississe le mystère, et en fait on n'y est pas trop arrivé. C'est le cas de la soupe-feu, typique d'ailleurs des malentendus sur la colonisation, puisque si vous allez sur les sites internet, très rapidement on vous expliquera que la soupe-feu qu'on trouve dans tous les restaurants vietnamiens, en fait c'est une conséquence de la colonisation, puisque ce seraient les Français en Indochine qui auraient l'idée d'ajouter du bœuf à des bouillons indochinois, et que ça donnerait la soupe-feu actuelle, à ce point même qu'on pourrait imaginer que le feu vietnamien, il viendrait du pot-au-feu français. Et alors, le spécialiste là, qui a travaillé là-dessus, Pierre Journoux, il ne tranche pas sur l'appellation, par contre, il tranche sur la recette. Il dit non, l'idée de mettre de la viande de buffle, en l'occurrence, dans ce genre de préparation, c'est une idée qu'on retrouve dans des recettes de la cour de Hué dès le XVIIIe siècle, et que si on va chercher les origines de ce bouillon particulier, il faut les chercher en Chine, il faut les chercher en Indochine, il faut même les chercher en Polynésie. Merci Sylvain Venner. Pour ma part, je vous remercie. Je ne peux qu'inviter les 80 collègues qui suivent la conférence à acheter le livre que vous avez co-dirigé, car je pense qu'il est aussi, et je crois que c'est une des dernières forces de ce livre, très facilement, et vous pourrez transmettre à vos collègues, très facilement réutilisable dans le secondaire, en faisant peut-être travailler les élèves par groupe, travailler sur l'industrialisation, chaque groupe travaillant sur un produit différent, une mise en commun derrière. Là, c'est des choses auxquelles je suis en train de réfléchir. Mais voilà, c'est, je pense, un ouvrage qui est extrêmement précieux et qui, tout simplement, est savoureux à lire, très facile à lire, et qui renseigne les professeurs de secondaire que nous sommes. Merci beaucoup, Sylvain Venner. Je vais laisser peut-être la main aux collègues pour se charger des questions justement des autres collègues. Ou alors, on peut tout simplement reprendre. J'avais vu des questions passer dans le fil de discussion. Je suis en train de regarder le fil, justement. Je vois une question sur la place accordée à l'Amérique centrale dans votre livre. Eh bien, oui, j'étais dessus. Alors, le défi de ce genre de livre, défi évidemment qu'on n'arrive jamais à relever complètement, c'est d'accorder une place égale à l'ensemble des parties du monde. Et puis après, une fois qu'on est dans chacune des parties du monde, à essayer d'accorder une place égale à l'ensemble des classes sociales, à réfléchir un petit peu à tout ça. C'est pas toujours facile. Donc, par exemple, pour l'Amérique centrale, j'ai un énorme remords, c'est que l'historien à qui on avait confié un article qui m'aurait passionné sur la galette de maïs, sur la tortilla, n'a pas rendu son texte. Ça, c'est aussi le problème des collectifs, sauf que comme il l'a fait trop tard, on n'a pas eu le temps de trouver quelqu'un d'autre. Mais sinon, oui, il est question dans le livre, ça dépend de ce qu'on appelle l'Amérique centrale, évidemment, mais depuis il est question du chili con carne, il est question du guacamole, il est question du piment, même si on en a confié l'écriture à des spécialistes de l'Inde, mais ils sont bien obligés de remonter jusqu'au Mexique. Il est question, ça aussi, ça dépend où ça s'arrête, l'Amérique centrale. En Amérique du Sud, il est question de la feijoada brésilienne, du ceviche, j'en ai déjà parlé. Et puis surtout, c'est pas, même si parfois on part d'un plat comme ça, il faut comprendre qu'il y a des plats qui, a priori, ne concernaient pas l'Amérique centrale et qui vont forcément y revenir.
Moi, j'ai vu ça en travaillant sur le ketchup. Juste avant qu'un collègue, un collègue propose de poser une question oralement, bien sûr, ça sera possible. Je vois une dernière question peut-être qui vient d'être posée à l'écrit. C'est la nourriture cachérisée est-elle aussi abordée? Alors, pas cachérisé, je dirais pas ça comme ça. Par contre, on a une entrée sur les matsto, les galettes de pain azim. De toute façon, on a essayé de réfléchir un petit peu. Parfois, dans les commandes qu'on passait, on s'est dit, bon, évidemment, le premier écueil, c'était de ne pas faire une histoire de la mondialisation, genre, on va vous parler que des hamburgers, des frites et du Coca-Cola, ou des bagels, ce genre de choses. Il y avait un deuxième écueil qui consistait à ne pas se concentrer trop sur ou les pizzas, par exemple, sur des plats qui concernent des identités nationales trop identifiées. Et puis, on voulait aussi être surpris nous-mêmes. Donc, l'article sur les Matsto, il est surprenant. Moi, un des articles qui m'a le plus étonné, c'est une commande qu'on a passée, pour le coup, un spécialiste de l'histoire de ce qu'on appelle les manouches, sur le ragoût de Niglo, c'est-à-dire la viande de hérisson. Et on a plusieurs articles comme ça qui sont pas évidents parce que une des caractéristiques de l'histoire de la mondialisation alimentaire par rapport à l'histoire de la mondialisation par les objets, c'est que dans l'histoire de la mondialisation alimentaire, curieusement, il y a beaucoup de résistance. C'est-à-dire qu'il y a des plats qui ne voyagent pas ou qui disparaissent. Alors, le cas du ragoût de hérisson, c'est évident, puisque de toute façon, maintenant, en théorie, en Europe, il est interdit de tuer les hérissons pour les manger, même si la pratique perdure. Mais il y a d'autres cas comme ça, de plats qui finalement ont un destin qui, pour l'instant, est un destin local. C'est le cas de l'atiéké, par exemple, hein, cette farine de manioc d'Afrique de l'Ouest, très présente au Nigeria en particulier, mais qui ne voyage pas tellement. C'est le cas du beurre de yak du Tibet, parce que là aussi c'est pareil, ça a du mal à voyager. C'est le cas de la salade d'algues des Philippines, une salade à lato. Et donc on s'est aperçu par rapport aux objets qui, eux, avaient un peu vocation, et pas forcément parce qu'on les choisissait pour ça, à faire le tour du monde, dans les pratiques alimentaires, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Alors, je vois une autre question. Oui, alors la collègue qui voulait peut-être pardon. poser sa question à l'oral, ça vous laisse peut-être le temps de regarder aussi dans le fil de discussion. Je ne sais pas si elle peut Oui, s'exprimer. oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends en tout cas. Ah, très bien. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier pour cette conférence qui était extrêmement enrichissante. Merci, merci beaucoup et qui donne en plus envie de lire votre livre très rapidement et de le travailler en plus avec les élèves. Moi, j'avais en fait une simple question, mais vous y avez un peu répondu enfin, préalablement avec votre dernière réponse. C'est voilà, avec cette mondialisation un peu alimentaire, j'ai l'impression que dans un premier temps, elle ne concerne que des gros pays industrialisés, ou du moins les États-Unis, ou alors le continent européen et un peu très très peu en Asie. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, euh, on ne risque pas, enfin, ces pays-là, néanmoins, ne risquent pas de perdre un peu leur histoire culinaire, leur histoire alimentaire, qui ont construit leurs plats et quelque part leur identité? Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, à force de ramener des nouvelles épices, des nouveaux plats, de s'adapter à la population, donc la population qui migre ne risque pas de perdre justement son identité culinaire et, euh, et également pour le pays qui les accueille. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, je suis désolé d'avoir donné ce sentiment-là parce que c'est le sentiment que vous avez eu, parce que cette histoire qui est racontée là sur 3 siècles, je n'ai pas l'impression qu'elle concerne particulièrement des gros pays, comme vous dites, enfin, des puissances. Et puis surtout que ces puissances soient spécifiquement occidentales. La, la, oui, là aussi, on peut donner plein d'exemples, mais dans la formulation de votre question,
je nuancerai quelque chose, enfin je nuancerai pas, parce que vous avez raison, vous avez parfaitement raison de le dire comme ça, mais c'est cette idée d'identité alimentaire. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on inscrit des plats au patrimoine immatériel de l'humanité, mais cette identité, comme on a essayé d'en parler au début, c'est quelque chose qui s'est construit progressivement et qui fait toujours objet de débat. Là, il y a un exemple qui est donné dans le livre que je trouve particulièrement fascinant, c'est l'exemple du houmous et de la guerre que se sont menées, en particulier dans les années 2000-2010, Israël et le Liban, pour savoir quelle était la patrie du houmous, avec ces espèces d'énormes concours où on essayait de fabriquer le plus gros houmous pour le faire rentrer dans le Guinness des records, et sachant que celui qui arriverait à faire rentrer le plus gros houmous dans le Guinness des records pourrait prétendre être le vrai dépositaire de la recette du houmous. Pour l'instant, c'est les Libanais qui l'ont détenu. Ils ont fait un plat de houmous de 10 452 kilos, 10 tonnes. Et pourquoi 10 452 kilos? Parce que ça correspond au chiffre du nombre de kilomètres carrés du Liban. 10 452 kilomètres carrés. Donc c'était vraiment quelque chose de... Et c'est identitaire, mais pas seulement, parce que le houmous aujourd'hui, c'est un énorme enjeu économique du fait de l'avènement de pratiques au niveau mondial, hein, de pratiques qui sont très répandues dans certains pays, par exemple en Inde, qui sont le végétarianisme ou le véganisme. Et dans ce cadre-là, le houmous, par exemple pour Israël, ceux qui avaient tenté de définir le houmous comme un plat typiquement israélien, derrière, il y avait aussi la conquête du marché américain sur cette purée de pois chiches avec du sésame et puis de l'huile d'olive. Donc, je dis, et puis surtout, pour répondre vraiment à votre question, évidemment, ce sont souvent les puissances qui exportent leurs recettes, disons. Mais ces puissances ne sont pas nécessairement occidentales, encore une fois. Si on cherche un exemple précoce de mondialisation, c'est le thé. Et alors, ok, ça se fait sans doute sous l'impulsion des Européens, enfin de l'Europe occidentale, mais pas seulement. Et puis, à partir de la Chine, avec cette carte qui est connue, hein, mais là aussi c'est Christian Gratalou qui répète ça, qui rappelle ça, mais cette carte est assez connue, c'est la carte de la façon dont on nomme le thé. Puisque en France on dit thé, en Angleterre on dit tea, en Allemagne on dit thé, en Italie on dit thé, parce que les Européens découvrent le thé au temps moderne, à partir des routes maritimes qui passent au large du Cap de Bonne-Espérance, et qu'ils se fournissent en Chine du Sud, où en Chine du Sud, on appelle cette plante le thé. Mais les autres pays d'Europe, d'Asie centrale, la Russie, eux ont découvert le thé par les routes terrestres de la soie, à partir de la Chine du Nord, où pour parler du thé, on parlait de chai. Et là, cette géographie de la mondialisation, cette géographie linguistique de la mondialisation, elle est vraiment très, très frappante. Hein. Partout où on parle de thé, c'est qu'on a découvert le thé par les routes maritimes. Partout où on parle de chai, c'est qu'on a découvert le thé par les routes terrestres. Une exception, le Portugal, où on dit cha, mais parce que les Portugais ont été justement les premiers à ramener du thé de Chine et que ces voyageurs portugais, eux, sont allés jusqu'à Pékin rencontrer les autorités, et à Pékin, au nord, on disait chai. Mais c'est la seule exception. Donc, moi, je dirais que je ne voudrais pas avoir donné le sentiment que cette mondialisation, elle se fait par les puissances occidentales. C'est plus compliqué que ça, d'une part, et que d'autre part, il faut nuancer cette affaire d'identité. Par exemple, il y a encore un autre cas qui est super, indépendamment de la viande de barbecue, c'est le cas du rhum. Puisque le rhum, c'est une invention des esclaves dans le cadre des économies de plantation, parce qu'on récupérait la mélasse, et à partir de cette mélasse, qui n'est pas de la canne à sucre, on fabriquait du rhum qui, dans un premier temps, a été toléré par les propriétaires des plantations dans le cadre de certaines fêtes où les esclaves avaient le droit à ce moment-là de s'enivrer avec leur rhum. Tout ça étant très surveillé, puisque justement on avait peur que ces fêtes
arroser de rhum soit l'occasion de révolte d'esclaves, et ça a été le cas, en Jamaïque, en 1831, par exemple. Et, et ensuite, dans un deuxième temps, ce rhum va être approprié par les puissances coloniales, notamment pour, d'une part, faire boire les marins sur les navires, ensuite assurer servir d'objet de troc en Afrique de l'Ouest et du Centre, et puis alors jusqu'à finir par conquérir, mais assez tardivement, le palais des élites occidentales, puis d'ailleurs orientales, puisque aujourd'hui on fabrique du rhum un peu partout, notamment au Japon. Très bien. Merci beaucoup. Et pour répondre, parce que il y a là une question de Jean-Michel Cronier, parce que ça me permet de répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure de Armand, sur l'avenir de ce qu'on peut faire aujourd'hui comme citoyen. Il ne faudrait pas seulement assimiler la mondialisation à de la malbouffe. Hein. C'est vrai, on en a parlé à propos des charcuteries industrielles ou des hamburgers, mais en fait, aujourd'hui, cette mondialisation, elle se fait aussi sous l'effet des préoccupations diététiques, environnementales, celles qui sont liées au mal-être animal. Et de ça aussi, on pourrait donner beaucoup d'exemples, comme la mondialisation actuelle du tofu, donc le fromage végétal chinois, enfin ce qu'on appelle le fromage végétal, qui a été introduit en Europe, mais modestement au début du XXe siècle, qui n'a eu aucun succès, et qui est revenu depuis une quarantaine d'années, sous l'effet justement des préoccupations végétariennes. Tout ça, ça existe aussi. Il y a également une mondialisation qui s'efforce de ce point de vue-là d'être vertueuse. Hein. On parlait du houmous Bien sûr. Tout à l'heure. Enfin, on a l'impression un peu qu'il y a comme ça des sortes de périodes un peu culinaires où pendant un temps, voilà, bon, c'était la mode, enfin c'est la mode, non, j'exagère, mais où c'était un peu l'apogée des fast-food et ensuite on a eu la tendance des végétarismes puis du véganisme et là on revient un peu à une nourriture un peu plus saine parce qu'il y a des soucis écologiques, comme vous le disiez, la maltraitance animale et puis la disparition des espèces et puis la santé, l'OMS qui s'y met, etc. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'on rentre un peu dans des espèces de cycles culinaires qui voilà, changent un peu au fur et à mesure du temps je ne sais pas. Est-ce que c'est pas par exemple le bio, je prends l'exemple du bio, mais je sais pas, il y a peut-être 20 ans à peu près, le bio, c'était comment dire, c'est pas que c'était réservé, mais c'était une certaine classe sociale qui s'y intéressait. Et là, on a les grands industriels, donc les grands magasins, qui font également du bio. Et on arrive à un bio qui est accessible pour tous. Donc, ouais. Bon, moi, j'aime pas trop, c'est mon ethos d'historien, donc j'aime pas trop parler de cycle. Je pense que c'est plutôt des évolutions, mais on revient au point de départ. Et vous avez raison, alors on n'en parle pas dans le livre, simplement enfin, moi, c'est mon expérience à moi, le bio est loin de régler tous les problèmes. Hein. Oui, bien sûr. On peut acheter à Paris des mangues bio qui viennent du Sénégal. Alors oui, elles sont bio, mais elles viennent du Sénégal. Donc ça pose aussi des problèmes de coût environnemental des transports. Mais il y a plein de... Enfin, je ne veux pas trop monopoliser. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous. Je crois aussi, Sylvain Venner, qu'il y avait une question technique, attention, sur l'origine de la sauce pista. Une collègue, donc j'ai une question sur le paprika, ou plus exactement sur la sauce pista épicée qu'on retrouve en Hongrie. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc la collègue aurait souhaité savoir son origine, mais vous ne pouvez pas non plus connaître l'origine, je pense, de toutes les sauces, produits alimentaires. De ne pas dire de bêtises, mais je ne sais pas. Donc je risque, je vais me ridiculiser, mais je pense que ça correspond à... C'est une des modalités de l'histoire du poivre, non? Le paprika hongrois, puisque
puisque donc ce poivre, au départ, il est indien. On va essayer d'en faire la culture un peu partout dans les Mascareignes. Mais quand les Européens découvrent le piment au Mexique, ils vont l'acclimater en Inde et ça va avoir un succès énorme en Inde parce que ça coûte beaucoup moins cher, le piment, et c'est beaucoup plus facile à cultiver. Donc là, pour le coup, il y a un effet social. C'est-à-dire que dans les classes sociales inférieures de l'Inde, en fait les plus nombreuses d'ailleurs de toute une population toujours, là, on va adopter le piment. Et le poivre va devenir du coup un objet soit réservé aux classes, aux élites, soit d'exportation. Et il y a plusieurs circuits d'exportation du poivre, mais là je vous dis ça, je suis moins sûr de moi, par la mer et depuis longtemps par voie de terre. Et je crois que mais je vous dis peut-être une énorme bêtise. Il me semble que le paprika. Il faudrait regarder. Dans le livre, une des choses que j'ai adoré faire, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, donc je vais être modeste, mais que les éditrices ont fait et que j'ai adoré, c'est l'index. C'est-à-dire que nous, on a je ne sais plus, 90 entrées, quelque chose comme ça, 90 entrées, donc on peut les retrouver, et elles ont systématiquement fait l'index de tous les aliments qui étaient présents à un moment ou à un autre dans les différents articles. Et ce qui fait qu'on peut faire, moi j'adore les index dans les livres, et ça fait qu'on peut faire une lecture comme ça, croisée. Donc il faudrait regarder, je n'ai pas le livre sur moi parce que je suis justement loin là, il faudrait regarder si dans l'index il y a le mot paprika et retrouver les différents auteurs qui en ont parlé. Donc une réponse, je le reconnais, très insatisfaisante. Il y avait aussi une question d'un collègue qui donc, vient de... C'est dans le fil de discussion, Sylvain Venère. Je viens de terminer la lecture d'un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'histoire du monde en 6 vers. Non, voilà. Un journaliste britannique, le collègue reste dubitatif apparemment, et il se posait, ce qu'il reproche à l'autre ouvrage, donc à celui du journaliste britannique, c'est la question des sources. Un ouvrage qui n'est pas sourcé, donc ça pourrait être intéressant aussi que vous reveniez sur les sources que vous avez utilisées, que vos collaborateurs ont pu utiliser. C'est vrai que c'est un sujet intéressant quand on s'intéresse à un ouvrage d'histoire, forcément. Oui, alors c'est la particularité de ce genre de livre, et j'ai commencé par ça, c'est que c'est une sorte de synthèse. Donc, la plupart des gens ont fait comme moi, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé à partir de travaux historiques et pas de sources. Donc, nous, on a problématisé notre affaire. Il y a un certain nombre de règles qui étaient posées pour les auteurs, mais il était légitime de travailler à partir de sources de seconde main. Certains ont fait différemment, mais par exemple, je sais que Manuel Charpy, pour son article sur le tapioca, du coup, ça l'a passionné. Il s'est beaucoup renseigné, et la première version de son article faisait 120 000 signes, c'est-à-dire 12 fois ce qu'on avait demandé. Donc là, il faut faire un peu attention. Donc la seule chose que nous, on demande aux historiens, c'est d'indiquer à la fin de chaque article la bibliographie, pas toutes, parce qu'on ne veut pas tout mettre, mais 5 titres maximum de la bibliographie sur laquelle ils ont travaillé. Et qui fait qu'après, vous pouvez vous retrouver, si vous avez un doute sur une information, on a la petite bibliographie qui fait qu'ensuite, on peut aller retrouver le lieu où les historiens ont trouvé leurs données. De toute façon, par principe, un livre qui n'a pas de bibliographie, qui n'indique pas à partir de quoi il a travaillé, je ne connais pas l'histoire du monde en 6 vers, mais ça me gênerait beaucoup. Après, je suis en train de regarder la question. Je crois quand même qu'on a utilisé le rhum, enfin sous forme de ratafia, pour associer au citron pour lutter contre le scorbut. Mais là aussi, je vais peut-être vous dire une bêtise. Il faut regarder l'index Sylvain Venère, il y a bien le paprika. Donc, les collègues pourront aller jeter un coup dans l'index. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il reste éventuellement quelques questions. Il reste quelques minutes. Donc, si certains collègues
de poser leurs questions ou à l'écrit ou à l'oral. Je ne vois rien venir. J'en ai peut-être une toute petite dernière, si vous revenez, vu que cet ouvrage, on l'a dit au début, s'inscrit dans une continuité, les objets, les produits alimentaires. Est-ce qu'il y aurait d'autres idées d'une sorte de suite, entre guillemets, sur… Oui, on y pense. Ouais, on y pense. Il y a beaucoup de… Il y a beaucoup de possibilités. Il y en a une qu'on ne va pas faire, hein, mais qui m'a été soufflée ici à l'Université de New York quand j'ai fait cette présentation par une collègue qui était insatisfaite du fait qu'il y ait si peu de desserts dans notre livre et qui nous proposait de faire une pâtisserie du monde. Je ne pense pas qu'on va faire ça. Très bien. Écoutez, je pense que les questions étaient épuisées. Donc, c'est des remerciements, Sylvain Venner. Voilà, je crois que… Très bien, merci à vous pour l'invitation. Un grand merci à vous pour la clarté de votre propos et donc pour la très grande qualité de votre ouvrage, Sylvain Venner. Vous pourrez transmettre à vos 80, je crois, et quelques que vous avez dit, collaborateurs, et à Pierre Singaravelou. Donc ouais, on attend donc maintenant la suite avec impatience, même si elle risque de prendre quelques années quand même. Donc voilà, très bonne continuation à vous. Un très grand merci, Sylvain Venner. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et au revoir.